Bonjour, salam alaikum. Donc, chers intervenants, chers participants, bienvenue à cette troisième session Innovation et application technologique dans l'axe 3, valorisation des produits de l'art gagné, santé, nutrition, chimie et technologie. Donc, dans cette session, on va assister à 4 conférences. Malheureusement, le quatrième intervenant n'a pas été parmi nous aujourd'hui. Les 3 premières communications, elles traitent une thématique fort intéressante, c'est la valorisation du coproduit de l'art gagné. Vous savez tous que, heureusement, on est arrivé maintenant à un stade de maturité par rapport à la recherche sur l'huile d'argan, le produit principal de l'art gagné. Mais à côté de ce produit, il y a une partie très importante, c'est les coproduits. Moi-même, je dis toujours que ce sont des coproduits parce qu'ils ont une valeur ajoutée fort intéressante. On ne dit pas un déchet, mais du coproduit. Et une dernière communication qui va présenter par Madame Sheima, qui va nous présenter un phénomène qui touche la qualité de l'huile, c'est la stabilité. Comme vous savez que l'huile d'argan est très riche en acides gras insaturés, donc il est très sujet à l'oxydation. Donc il va nous présenter une étude comparative entre deux échantillons donc, pour vérifier la stabilité de l'huile d'argan. Donc pour diriger cette session, je vais la diriger avec mon collègue Sibadr Qartah, enseignant-chercheur à la faculté des sciences de Rabat. Selon les recommandations du comité d'organisation, chaque intervenant il a 15 minutes pour présenter l'essentiel de son travail. Et on va réserver 5 minutes de communication pour chaque conférencier. Et à la fin, on peut ouvrir une session globale de discussion. Alors, donc j'appelle le premier intervenant, c'est Sabir Hamid de l'Université Ibn Zor. C'est bon, je commence. Donc, salam alaikum. Donc, chers collègues, honorable assistance. Donc là, on est là, pour présenter l'un de nos travaux de recherche, donc là qui consiste dans la valorisation des coproduits de l'arganie, notamment la coque des noix d'arganie. Donc là, le travail est intitulé Effect of Argani and Natural Content in Flexural and Viscoelastic Properties of Reinforced Phenolic Resin Composites. Donc là, il s'agit d'un matériau composite à base d'une résine, donc la phénolique, à savoir la bakélite, donc là qui est une résine, bien c'est un polymère, donc là qui est connu par ses propriétés qui sont l'isolation thermique, l'isolation électrique. Après par la suite on va essayer de faire sortir un matériau, donc là qu'on appelle matériau composite. Donc là je suis Hamid Saber, professeur à l'ENSA d'Agadir, l'École nationale des sciences appliquées à Agadir, et notamment un membre, c'est-à-dire affilié à centre composite, nanocomposite de la fondation Masserium 6P basé à Ibn Grir. Donc là tout d'abord c'est-à-dire une brève introduction des matériaux composites. Donc là les matériaux composites c'est tout simplement, donc là c'est un assemblage entre deux matériaux. En fin de
compte, donc là, on va profiter des propriétés de l'un par rapport à l'autre. Donc là, les matériaux composites, donc là, qui sont vraiment très connus. Donc là, si on parle de béton armé, c'est la même logique. Donc là, on a une matrice qui est constituée de ciment. Après, par la suite, on va rajouter des armatures, des aciers, donc là, pour le renforcer. Donc là, l'acier, elle travaille en traction. Le ciment, elle travaille en compression. Donc là, en fin de compte, on va y avoir un matériau qui travaille dans les deux sens. Et évidemment, donc là, en termes d'application, là maintenant, on sait que les applications, donc là, on commence les applications de l'ordre de commodité, c'est-à-dire à petite échelle, vers un grand échelle. Là maintenant, les voitures, donc là, on est sur les parties plastiques, matériaux composites, et généralement, donc là, tout ce qui est industrie aéronautique, donc là, comme vous voyez, plus de 70% de l'avion, donc là, c'est tout ce qui est en bleu, donc là, ce sont des matériaux composites à base de fibres, de verre, à base de carbone, c'est-à-dire les applications, elles sont là, donc là, il faut juste, donc là, qu'on va essayer de suivre. Donc là, en parlant de matériaux composites, donc là, on a encore une autre classe. Donc là, on a deux classes, les matériaux biocomposites, et on parle des matériaux nanocomposites, c'est-à-dire on peut descendre à l'échelle nanométrique, mais pour tout ce qui est coque de noix d'arganie, donc là, on va rester à l'échelle micrométrique, c'est-à-dire la taille de ces particules-là. Donc là, les biocomposites, donc là, c'est tout simplement un matériau composite, mais on va essayer d'utiliser et le renfort et la matrice, donc là, de ressources biologique ou bien écologique, donc là pour avoir cette biodégradabilité et des propriétés donc là qui sont un peu différentes. Donc là les avantages, donc là la durabilité environnementale, la légèreté parce que c'est tout ce qui est biologique, donc là par rapport à la structure minérale, donc là on a des densités qui sont très faibles, résistance mécanique, donc là qui est élevée, donc là si on les compare avec tout ce qui est minéral, par exemple les argiles, ils sont rigides mais à la fois ils sont fragiles, donc là ça il faut conférer ces propriétés, la biodégradabilité et l'isolation thermique et acoustique, donc là ce sont des propriétés intrinsèques de ces par exemple les fibres naturelles ou bien tout ce qui est ressources lignocellulosiques, donc là elles ont ces propriétés intrinsèques déjà qu'on va essayer d'en profiter et faire des assemblages pour des matériaux. Donc là bien évidemment oui on va essayer de faire, donc là on fait la R&D, la recherche et développement, mais le fondamental il est toujours là. Donc là lorsqu'on va entamer un travail, donc là on va essayer de voir le fondamental. Donc la thématique, donc là sur quoi on travaille généralement, donc là c'est les matériaux, donc là dans les matériaux on est sur des problématiques scientifiques à chaque fois qu'on va essayer de résoudre. Donc là par rapport à ce type de projet, donc là on est sur le premier, déjà les matériaux composites les plus connus, donc la fibre naturelle, donc là un matériau composite, donc là on parle de 3 phases. Une phase donc là qui est continue, donc là ce qu'on appelle la matrice, une phase renforçante, donc là ce que je vais utiliser comme renfort, soit particulière, soit des fibres, et on a une troisième zone donc là qui est très importante, c'est l'adhérence à l'interface. Si ça, le renfort, il n'adhère pas avec la matrice, donc là il y a création des vides, et dans le jargon des mécaniciens, donc là un vide avec une sollicitation mécanique, donc là ça s'appelle une zone de concentration de contrainte, comme si j'ai une feuille. Donc là, je vais essayer de la déchirer, donc là, je vais appliquer une force, mais tant que j'ai une petite fissure, donc là, un tout petit défaut, donc là, ça sera très facile de la déchirer plus ou moins, donc là, c'est dans le même contexte. Et on a encore un deuxième problème, donc là, c'est la compatibilité entre les matériaux, matrices, renforts, par exemple, en utilisant des matrices polymères plastiques hydrophobes, avec des renforts en fibre naturelle hydrophiles. Donc là, déjà, en termes de compatibilité entre les deux, donc là il faut travailler sur cette zone interfaciale, donc là par rapport aux propriétés mécaniques, donc là c'est très important. Et on est sur la limite de température et de résistance chimique, parce que lorsqu'on parle de substances naturelles, organiques généralement, donc là on commence la décomposition à des températures de 240, 250 degrés, et lorsqu'on parle des polymères, les polymères généralement, donc là ils se ramollissent à des températures au-delà de 200 degrés, c'est-à-dire lors de compontage, est-ce que je vais mettre une charge au lieu de faire un chargement, ou bien je vais commencer à la dégrader. Donc là, c'est l'une des particularités. Et après, par la suite, donc là, qu'est-ce qu'on va essayer? Tout ce qui est intéressant avec les matériaux composites, comme vous voyez là, nous avons un échantillon d'une plaque 10 sur 10, 10 cm sur 10 cm. On a mis des fibres naturelles. Ça, généralement, ce sont des fibres de coco. Et vous remarquez que les fibres, si je prends ça comme étant une base X et Y, on remarque que les fibres, il y a une orientation. Il y a des fibres qui sont orientées donc là, vers le haut. Il y a d'autres donc là, qui sont orientées. Donc là, les orientations, elles sont différentes. Et encore une fois, une problématique dans les matériaux, c'est qu'on parle de l'isotropie et l'anisotropie. Un matériau qui est isotrope, je le tire de ce côté, donc là, il faut avoir les mêmes propriétés si je tire dans l'autre sens, ou bien le diagonal, donc là, c'est dans les trois zones. Chose donc là qui n'est pas satisfaite dans les matériaux
composite à fibre naturelle où on a la notion d'orientation, c'est-à-dire on parle des matériaux qui sont anisotropes et on cherche des matériaux qui sont isotropes. Donc là, la particularité encore une fois des coques de noix d'arganie, c'est qu'on va renforcer par des particules sphériques, c'est-à-dire on n'a plus la notion d'orientation, une sphère, donc là, on parle d'un matériau qui est isotrope, donc là ce sont les problématiques qu'on va essayer de remonter. Et là maintenant, donc là on était sur la R&D, c'est-à-dire l'application, donc là il y a le contenu scientifique, après par la suite, donc là tout ce qui est publication, tout ce qui est, c'est-à-dire aspect scientifique, il y a l'aspect application, c'est-à-dire par exemple ce travail-là, donc là on l'a orienté vers une application, il y avait une demande, c'est-à-dire dans les panneaux photovoltaïques, donc là qui s'appelle les PVT, c'est-à-dire hybride, donc là à la fois on va créer plus ou moins donc la donnée de l'électricité, mais après par la suite on va essayer de profiter de ce chauffage parce que le panneau est sujeté à des rayons, c'est-à-dire le soleil, donc là ça va engendrer une température, donc là généralement cette chaleur là elle est perdue, donc là pour les PVT, donc là on met donc là des conduites pour le chauffage de l'eau, c'est-à-dire à la fois on va produire de l'électricité et on va en profiter de cette chaleur donc là pour donc là chauffer l'eau, donc là ça s'appelle les photovoltaïques hybrides PVT. Il y avait deux générations, donc là la première génération, donc là c'est le plus intéressant pour nous, donc là c'est ce qu'on met ici, donc là dans la composition, nous avons le panneau photovoltaïque. Après, par la suite, nous avons notre conduite, bien sûr. Donc là, on va faire un choix de matériaux de telle sorte que ce matériau soit un bon conducteur pour profiter du maximum de cette chaleur. Après, par la suite, on a besoin, comme vous remarquez ici, donc là, on a cette épaisseur-là, c'est un isolant. On utilise la laine de roche, la ligne de verre. Donc là, pour isolation, isoler donc là, ce qui est en bas de haut. Donc là, pour garder toute cette chaleur, donc là, dans cette partie-là, pour en profiter au maximum pour chauffer de l'eau. Donc là, c'était la première génération. Vous remarquez, donc là, en termes d'épaisseur, donc là, elle est très épaisse. Donc il y a là, c'est-à-dire les constructeurs ou bien les gens du domaine, donc là, ils ont proposé maintenant la deuxième génération. Donc là, on va substituer cette laine de roche par une plaque, c'est-à-dire isolante, qui est très petite, donc là de dimension, et qui va offrir le même, donc là qui va jouer le même rôle. Donc là, en termes de légèreté, ça sera beaucoup plus léger, et en termes de l'épaisseur de notre panneau photovoltaïque, donc là, ça sera un peu mince. Donc là, en termes de légèreté, on va augmenter les propriétés. Donc là, dans cette, c'est-à-dire notre application, donc là, il s'agit de ce qui est utilisé comme étant plaque isolante et en fin de compte, donc là cette plaque encore une fois, donc là qui est en bas, donc là qui va assurer cette résistance mécanique. Donc là à la fois on va essayer de chercher un matériau donc là qui est des propriétés thermiques et mécaniques. Bien évidemment à l'échelle industrielle, on a toujours besoin d'un cahier de charge défini par l'industriel avec nous, donc là par la suite à quoi on va répondre. Donc là l'application elle est là, mais notre intervenant, donc là il s'agit de cahier de charge fonctionnel. Donc là la fonction c'est supporter les contraintes thermomécaniques, assurer l'isolation thermique et électrique. Donc là bien évidemment on a un objectif, c'est minimiser la masse. Bien évidemment si je minimise la masse de mon produit, bien évidemment je vais minimiser le coût. Donc là, les contraintes donc là, qu'on va surmonter à travers notre matériau, c'est la rigidité et la résistance à la flexion, parce qu'un panneau photovoltaïque, donc là, mécaniquement parlant, donc là, la plaque qui est dessus, donc là, elle est soumise à des forces de flexion. J'ai deux appuis, donc là, ici, et la force via le poids, le centre de gravité. Vous voyez une toute petite simulation mécanique, nous avons le maximum des contraintes, donc il est au milieu. Donc là, c'est une résistance en flexion. Isolation électrique, isolation thermique et résistance thermomécanique. Donc là, les variables fixes, donc là qu'on ne va pas essayer c'est-à-dire dans le dimensionnement. Donc là, la géométrie rectangulaire, la largeur et la longueur, donc là ils sont fixes par les constructeurs. Les variables libres en tant que chercheur, en tant que des gens de matériaux, où on peut jouer, c'est l'épaisseur, c'est-à-dire on peut l'optimiser, le type de matériau et le procédé utilisé pour créer ce matériau-là. Donc là on est sur la théorie, donc là qui s'appelle la théorie d'Ashby. Donc la théorie d'Ashby, donc là généralement notre objectif, on a la densité en fonction des propriétés mécaniques. On cherche à minimiser la masse, c'est-à-dire des matériaux donc là, qui ont des densités qui sont très faibles, avec des résistances mécaniques qui sont donc là, plus ou moins acceptables. Généralement, on est sur la classe des polymères ou bien la classe des élastomères, donc là qu'on va essayer de choisir. Donc là, c'est une étude, donc là, rien que pour les matériaux. Donc là, ce qu'on propose, donc là, on propose un matériau biocomposite avec une matrice thermodurcissable, donc là qui est la bakélite, c'est une résine phénolique. Le renfort avec des coques de noix d'arganie avec une granulométrie de 50 micromètres de diamètre de chaque particule. Bien évidemment, on va essayer de balayer 10, 20, 30%. Par la suite, on va essayer de voir pourquoi on s'est arrêté à 30%. Le procédé, donc là, on va utiliser le procédé de moulage sous pression et température. C'est plus ou moins
comme étant les céramiques, donc là c'est le fritage plus ou moins. Donc là la caractérisation qu'on va essayer de voir, la morphologie, les propriétés thermiques, mécaniques et rhéologiques, donc on a pour répondre à notre cahier de charge. Pourquoi la résistance ou bien la bakélite? Donc là la bakélite vous la connaissez, donc là elle est utilisée donc là dans les téléphones, donc là elle a une résistance, une conductivité thermique qui est très basse, une résistance électrique, donc là une conductivité électrique encore une fois qui est très basse, donc là dans les compteurs, donc là c'est ce que vous utilisez dans les cuisines, c'est-à-dire dans les casseroles parce que donc là la conductivité thermique elle est très faible, donc l'isolation thermique, donc là il trouve dans les applications dans ces domaines-là. Donc là il a une isolation thermique, donc là qu'on qualifie qui est très bonne, une masse volumique de l'ordre de 1,7 g par centimètre cube, une résistance à la température, c'est-à-dire entre 90 et 140 degrés, elle reste intacte, avec une rigidité, c'est-à-dire module de rigidité de l'ordre de 8,5 gigapascal. Après, par la suite, donc là, on est sur une étude morphologique, donc là, la résine, donc là, elle est sous forme des petits granules qu'on essaie de caractériser, donc là, on a une courbe gaussienne, c'est-à-dire de la taille des particules, donc là on a un diamètre moyen, donc là de l'ordre de 2,5, et comme vous remarquez, nous avons une analyse thermogravimétrique, c'est-à-dire en fonction de la température, vous remarquez que la stabilité thermique, donc là je perds presque 50%, à 1000 degrés C, donc là elle est très stable, donc là généralement le trop procédé, ça sera aux alentours de 200 degrés C, et vous remarquez à 200 degrés C, on est à un maximum de perte de 20%, c'est-à-dire on va essayer de descendre de 200 degrés Celsius, donc là et la résine, donc là elle reste encore une fois stable thermiquement. Donc là en revanche, ce qu'on va utiliser comme renfort, donc là on va utiliser les coques de noix d'arganier, donc là qu'on a déjà caractérisé, donc là on commençait avec les coques de noix d'arganier à partir de 2013, c'est-à-dire on a la composition chimique, donc là c'est de la cellulose, l'hémicellulose, la lignine, donc là et du cendre. Encore une fois, une analyse thermogravimétrique pour voir sa stabilité thermique, vous remarquez à 200 degrés, donc là elle est stable presque quasiment, donc là on perd rien que l'humidité, donc là qui est inclus dans les particules, donc là elle est stable thermiquement, c'est-à-dire en termes de process, on ne va pas la dégrader. En termes de masse volumique, on est sur 1,3, comparé à 1,7, donc là c'est bien évidemment, lorsqu'on va la renforcer, ça va diminuer la densité. Et une rigidité qui est de l'ordre de 8,3 jusqu'à 12,6 gigapascal. Donc là, c'est ça la question. Donc là, qu'on essaie maintenant de surmonter parce que au début, donc là, on a commencé à travailler avec des coques de noix d'arganier, donc là, issus de cette région de Sawera. Donc là, on était sur un module de Young de 8,3. Par la suite, donc là, on a vergé. Donc là, c'était juste par hasard. Donc là, on a travaillé avec d'autres noix d'arganier, donc là, qui sont venues de la région de Tiznit. Et par la suite, lorsqu'on a fait la caractérisation, on tombait sur 12,6 gigapascal. Donc là, la variété, encore une fois, donc là, joue son rôle par rapport aux propriétés des coques de noix d'arganier. C'est ce qu'on est en train maintenant d'entamer une étude sur cet aspect-là. Donc là, la variété versus les propriétés intrinsèques de ces coques de noix d'arganier, parce qu'on sait donc là qu'il a un impact même sur l'amendement, même sur les propriétés de l'huile et le rendement. Donc là, pour la caractérisation de ces coques de noix d'arganier, donc là, on n'a pas opté pour des traitements chimiques, on n'a pas opté pour des extractions. Donc là, on veut utiliser la coque de noix d'arganier, donc là, d'une façon qui est brute. Un tout petit broyage, donc là, va arriver à des particules de diamètre de 50 micromètres. Une analyse morphologique, donc là, comme vous remarquez, on assimile les particules à des petites sphères, donc là, l'orientation, donc là, plus ou moins, on la néglige, donc là, on assimile ça comme étant des structures sphériques. Après, donc là, une caractérisation morphologique pour déterminer le diamètre et voir, c'est-à-dire la morphologie de ces petites particules, comme vous remarquez, nous avons des shapes ou bien des formes donc là, qui sont différentes, assimilées à des sphères. Donc là, les petites fibres que vous voyez ici, donc là, parce que on est tout d'abord amené à faire un pré-traitement, donc là, enlever cette partie fibreuse donc là, qui est à l'intérieur des coques. Des fois, donc là, on réussit à 100%, des fois, il y a encore des petites traces de ces petits fibres. Et vous voyez, donc là, la morphologie, donc là, on est sur des petits pores, donc là, il y a la porosité, c'est ça, donc là, qui va diminuer encore une fois sa densité, et ces pores-là, donc là, ça va nous permettre de faire donc là, ce qu'on appelle un enchevêtrement avec la matrice polymère, parce que les polymères, donc là, ce sont des chaînes qui sont très grandes, donc là, elles vont s'enchevêtrer, et ça va assurer une adhésion mécanique, non pas chimique. Donc là, pour déterminer la question, donc là, on parlait de la résistance, c'est-à-dire de 12,6 ou bien 8,3 gigapascal. Donc là, ça concerne une toute petite particule de 50 micromètres. Donc là,
expérimentalement, ce n'est pas possible. Donc là, on fait recours à la modélisation. Donc là, on est sur les deux modèles, le modèle de Voigt, le modèle de Royce, donc là, et le modèle de Tsai Pagano qui prend en considération les deux modèles. Un modèle en parallèle, un modèle série. Donc là, bien sûr, il y a des hypothèses qu'on va essayer de vérifier expérimentalement. Donc là, l'orientation, donc là, elle est aléatoire, chose donc là qui est vérifiée. On est sur des formes sphériques, non pas des fibres. Quasi statique, quasi isotropique matériel. Donc là, on n'a pas d'orientation. Donc là, notre matériau, il est isotrope. Une bonne distribution et dispersion. Donc là, qu'on vérifie à travers les images SEM et à travers donc là la morphologie et les bonnes dispersion et distribution. Encore une fois, donc là qu'on va vérifier. Donc là, en utilisant c'est-à-dire les images microscopie électronique à balayage. Bien évidemment, nous avons le modèle qu'on va essayer de faire tourner. Après, par la suite, donc là, on fait une confrontation entre les propriétés ou bien les résultats expérimentaux et les résultats issus de la modélisation pour sortir avec notre module en traction d'une petite particule de l'ordre de 50 micromètres. Donc là, c'est ça le fondamental derrière. Donc là, les objectifs, donc là, ils sont très simples. Augmentation de l'isolation thermique, on va incorporer des coques de noix d'arganier dans une matrice. On va incorporer des coques de noix d'arganier de l'ordre de 2,2 gigapascal, c'est-à-dire en termes de rigidité, dans une matrice de 8,5 gigapascal, en utilisant rien qu'une loi de mélange normale. Donc là, on va essayer de voir que les propriétés mécaniques, elles vont augmenter. Et la réduction de la porosité par l'utilisation des particules fines de l'ordre de 50 micromètres, donc là, pour remplir les vides et les pores à l'intérieur de la matrice. Parce que le procédé de cette matrice, elle n'est pas un procédé de fusion à 100%, mais c'est une diffusion entre les atomes. Donc là, notre concept, c'est ça. Nous avons la matrice bakélite, nous avons nos particules, on va essayer de faire un mélange en utilisant un mélangeur interne. Après le processus, donc là, tout d'abord, au premier lieu, donc là, on va construire des petits briquettes. Donc là, en compression, sans température. Donc là, on va mettre 32 grammes de notre mélange. Bien évidemment, la formulation entre 0, 10, 20, 30%. Substitution de la bakélite et se faire sortir avec 4 types de matériaux. Après le deuxième process, donc là on va prendre les briquettes, donc là on va compresser et avec une température. Donc là l'objectif de notre étude c'est d'étudier l'effet des particules 10, 20, 30% et d'étudier, c'est-à-dire l'effet du process. Donc là, avec deux pressions, 103 bars et de 106 bars. Donc là, voir est-ce qu'il y aura un impact, la température. Donc là, on l'a fixé à 170 degrés pour ne pas avoir ni la dégradation des particules, ni la dégradation de notre résine. Donc là, l'objectif, donc là, c'est faire sortir des petites plaques 10 sur 10, donc là avec une épaisseur de 4 mm. Donc là c'est généralement ce qu'on va essayer d'utiliser dans notre panneau photovoltaïque. Bien évidemment, donc là la compression, donc là le temps, c'est-à-dire il est de 5 minutes, un maintien de 5 minutes, après par la suite on va le lâcher pour avoir le refroidissement. Donc là le process, donc là c'est comme ça, donc là la bakélite, donc là ce sont des petites particules qu'on va essayer de chauffer et de comprimer, mais on n'a jamais donc là une fusion totale. Donc là on parle de soudage en fusion, donc là c'est le processus de diffusion des atomes l'une après de l'autre dans les réseaux cristallins, et comme vous remarquez, on aura toujours des petits vides. Donc là la particularité de ce qu'on va essayer de voir, donc là c'est que les images SEM, donc là on remarque que ça c'est la résine bakélite à 100%, on remarque donc là qu'on a des pores et on a des vides. Tandis que lorsqu'on a rajouté les 20%, donc là on remarque automatiquement que les particules des noix de coque d'arganier, donc là ils viennent de s'installer dans ces petits vides, c'est-à-dire on a encore une fois remédié à ce problème des pores, parce qu'un pore c'est une zone de concentration de contrainte. Le matériau il est rigide, oui, mais elle est cassant, elle est fragile. C'est la même chose pour les céramiques. Elles sont rigides, mais à la fois donc là elles sont cassantes parce que c'est le même processus, c'est le même procédé. Donc là parce qu'on a une porosité qui est à l'intérieur. Donc là notre étude encore une fois, donc là on va essayer de voir la porosité, est-ce que réellement donc là est-ce qu'elle diminue, mais comme vous remarquez, rien qu'en visualisant les images SEM à 20%, donc là les particules elles commencent à prendre, c'est-à-dire la majorité des pores, mais ça reste encore des petits pores parce que ça c'est en termes massiques, donc là qu'on est en train de rajouter. Donc là la première caractérisation c'est la caractérisation mécanique, donc là comme on a dit l'essai de flexion, donc là parce que notre panneau il est soumis à une force centrale avec deux appuis, donc là c'est le mécanisme, donc la fondamentale, on a notre plaque, deux appuis et on met de la force, donc là le fondamental derrière, donc là ce qu'on va essayer d'extraire
c'est le module de flexion. Et après, par la suite, c'est la résistance à la flexion. Donc là, ce que vous voyez ici, donc là, en noir, c'est-à-dire en noir en pointillé, donc là, ça me donne, donc là, ce que vous ici, c'est la module de flexion. Donc là, bien évidemment, on a utilisé les deux pressions. 1500 livres et 3000 livres. Donc là, vous remarquez qu'en rajoutant les particules 10, 20, 30%, le module de rigidité en flexion, donc là, elle augmente, chose qui est normale. Je rajoute des particules de module de Young de 12,5 gigapascal dans 8,5 gigapascal. Donc là, bien évidemment, ça va monter. Et après, par la suite, vous remarquez pour la bakélite à 100%, on ne va jamais atteindre les 8,5%. On est aux alentours du 7,6 parce qu'il y a cette notion de porosité. Donc là, la porosité, elle va accélérer, c'est-à-dire la rupture, ça va diminuer les propriétés. Donc là, c'est le premier aspect. Le deuxième aspect, donc là, c'est l'aspect de la compression. Vous remarquez que la force de 1500 livres, donc là, elle donne des bons résultats, chose qui est normale, parce qu'à des forces qui sont très grandes, donc là, on va encore une fois écraser ces petites particules qui sont à l'intérieur. Et au lieu d'avoir une interaction matrice-particule, je vais avoir au sein de la particule, donc là qui est écrasée, particule-particule. Donc là, au lieu d'avoir un effet de renforcement, donc là, on va essayer de diminuer, c'est-à-dire les propriétés, c'est-à-dire l'effet de process, encore une fois. Donc là, il est très important de l'étudier. La même chose pour la résistance à la flexion. Généralement, pour nous, la résistance à la flexion, c'est un premier indice de l'adhérence à l'interface. Donc là, vous remarquez, donc là, quand on augmente vers plus ou moins les 25%, donc là au-delà de 20%, donc là on commence à diminuer parce qu'on a le phénomène d'agglomération. Encore la même chose, donc là les particules, elles sont denses dans une zone qui est bien précise. Donc là, au lieu d'avoir matrice particule, on aura particule et bien évidemment, on aura une diminution des propriétés. Et la même chose, donc là, à 3000 livres, parce qu'on commence à écraser carrément les particules. Donc là, généralement, les propriétés, elles sont diminuées. On remarque qu'on a une stabilité parce que la taille des particules devient beaucoup plus fine. Donc la chose qui va augmenter, encore une fois, l'adhérence à l'interface. Parce qu'encore une fois, la taille des particules, tant que je diminue, j'aurai plus de surface spécifique. C'est ça qui fait l'intérêt des matériaux nanocomposites. On descend à échelle nanométrique, la surface spécifique de contact entre le polymère et les nanocharges, donc là, elle augmente. 4 minutes. Donc là, encore une fois, donc, vous avez dépassé. Ok. 4 slides. J'ai oublié 4 slides. Donc là, vite fait, donc là, on a vu, encore une fois, donc là, les propriétés viscoélastiques, donc là, disc flow, donc là, c'est à l'échelle industrielle. Donc là, on va mettre notre échantillon, on va le comprimer, on va calculer la surface qui a été remplie. Donc là, dans ce slide-là, encore une fois, on a vu l'effet des particules, l'effet de process, et on a fait une étude comparative entre les matériaux composites à coque de noix d'arganier et les fibres de coco. Et vous remarquez les matériaux, c'est-à-dire de coque de noix d'arganier, ils ont des résultats qui sont supérieurs par rapport aux fibres naturelles, parce que les fibres naturelles, nous avons l'effet d'orientation, et les fibres, donc là, elles limitent, c'est-à-dire la dispersion de la matrice, tandis que dans tout ce qui est particules de coque de noix d'arganier, donc là, on n'a pas ce problème-là. Donc là, on a fait une analyse, c'est-à-dire de la conductivité thermique. Vous remarquez, donc là, la bakélite, donc là, et 100% de bakélite à 30% de particules. Donc là, on a essayé de diminuer, vous remarquez, donc là, on était sur presque 54 degrés. Donc là, on descend aux alentours de 50 degrés C. Donc là, on a gagné 4 à 5 degrés C, c'est-à-dire la conductivité thermique. Il a encore été, il a augmenté. Donc là, pour les propriétés viscoélastiques, généralement, tout matériau donc là, qui existe, il a deux comportements. Donc là, le comportement élastique assimilé à un ressort et le comportement visqueux, donc là, assimilé à un liquide ou bien l'huile. Donc là, via les rayomètres, on réussit à les séparer. Complexe modulus, donc là, et viscose modulus, donc là, vous remarquez que la partie élastique, encore une fois, donc là, elle augmente, donc là, la courbe jusqu'à atteindre 30%. Donc là, en fonction de la fréquence de sollicitation. Donc là, la fréquence de sollicitation, c'est très simple. Vous avez un plat de spaghettis devant vous, vous essayez de tirer doucement, vous pouvez tirer un seul brin, mais si je vous tirais d'une façon qui est brusque, vous risquez d'avoir tout le plat devant vous. Donc là, c'est ce qui se passe. Donc là, dans les sollicitations, lorsque je vais augmenter la fréquence, bien évidemment, le comportement élastique rigide, donc là, il est très dominant. Donc là, bien évidemment, nous avons une augmentation en fonction de la charge.
Donc là, encore une fois, donc là c'est le même résultat. Donc là, sauf qu'en fonction de la température, c'est-à-dire on peut atteindre 140 degrés C et on a toujours le comportement élastique. Normalement, lorsqu'on chauffe un polymère, il va commencer à se fondre et on passe à la partie caoutchoutique. Mais non, avec la bakélite, c'est-à-dire au-delà de 140 degrés, on aura ce phénomène, c'est-à-dire le domaine d'utilisation. Donc là, elle est justifiée. Donc là, pour les conclusions, donc là, c'est-à-dire on a réussi à avoir les propriétés morphologiques, donc là qui ont monté. Donc là, on a une bonne dispersion, distribution. Donc là, on a vu le fait de process, c'est-à-dire il faut être très limité parce que le maximum c'est 1500 livres. Donc là, sinon à 3000 livres. Donc là, on a les propriétés qui commencent à baisser. Donc là, les propriétés de flexion, résistance mécanique. Donc là, elle a augmenté en utilisant 30% de ces particules. La porosité, elle a diminué, la densité, elle a diminué. Donc là, en fonction des charges CNA donc là, qu'on a inclus, et l'amélioration de la conductivité du vide thermique. Donc là, en termes de R&D, donc là, ce qu'on proposait, donc là, on l'a mis généralement donc là, en évidence, en utilisant par exemple, ça c'est le véhicule de démonstration des technologies de notre centre. Donc là, on était sur les matériaux composites avec l'argile, avec cette partie, les matériaux composites de fibres naturelles, et cette partie-là, donc là, ça inclut les matériaux composites, c'est-à-dire avec les coques de noix d'argan. Et c'est ce qu'on proposait. On proposait des matériaux composites directement vers l'industrie plasturgie d'emballage pour faire sortir des emballages, donc là, et contenir des coques de noix, de l'huile d'argan et le produit, donc là, issu de cette huile. Et merci pour votre attention. Je suis désolé. Merci à vous également, cher collègue Hamid Saber. Donc, je vous félicite d'abord pour la qualité de votre présentation et surtout pour la qualité du sujet traité. Bravo, c'est Saber. C'est la vraie recherche et développement et la recherche et développement intelligente. Voilà, notez bien que 1 litre de l'huile d'argan, il génère 32 kg de coque. Donc, c'est le moment pour s'orienter vers la valorisation de ce produit. Voilà, donc on ouvre une petite discussion parce qu'il a consommé. Donc on prend 1 ou 2 questions pour enrichir la discussion avec le professeur Hamid Saber de l'Université Ibn Zor. Je suis biologiste de formation, donc je ne comprends pas vraiment tout ce qui est matériaux, propriétés physiques, chimiques, etc. Mais ce que je sais sur la bakélite, la matrice que vous avez utilisée, que ça pose un grand problème environnemental. Donc, qu'est-ce que, pour la collecte, tout ce qui est possession du matériel, parce que je crois qu'on les utilise dans les plaques, les carreaux pour les plafonds, pour le sol. Et la collecte et la possession de ce matériel et les poussières qu'elle génère, ainsi que certains produits chimiques qui le constituent, le formaldéhyde, l'amiante, on connaît très bien le problème qu'il cause à la fois pour la santé et pour l'environnement. Est-ce que c'est un bon choix, la bakélite, pour votre biocomposite? Sur les résines donc là, qui sont à l'état liquide, qu'on va mettre des catalyseurs, des durcisseurs après par la suite. Donc là, c'est le durcissement. Et on est sur ce type-là, donc là, qui est déjà sous forme de particules. Donc là, comme vous remarquez, donc là, dans le process, c'est juste une toute petite température. Après 160 degrés C, après par la suite, on comprime. C'est-à-dire, même si vous avez vu le graphe, c'est-à-dire même en termes de température, c'est-à-dire on limite la dégradation. Oui, je suis tout à fait d'accord, c'est-à-dire dans le process de fabrication de cette matière première. Mais pour nous, donc là, dans l'utilisation, donc là, elle est stable. Donc là, on la met dans des conditions qu'il sera stable. La deuxième des choses, c'est que la bakélite, donc là, on est avec la bakélite dans nos cuisines.
Donc là, on peut pas, actuellement, on ne peut pas s'en passer. Donc là, on était sur ça. Et plus ou moins, lorsqu'on parle des matériaux biocomposites, donc là, on va essayer de diminuer ça. Parce que dans un projet, donc là, lorsque le Maroc est opté encore une fois pour les sacs plastiques, donc là, on a développé ce qu'on appelait un sac plastique oxo-biodégradable. Donc là, lorsqu'on parle d'une biodégradation, ce n'est pas une biodégradation complète, mais une biodéfragmentation. C'est-à-dire, si on le jette à la nature, ces coques de noix d'arganier, donc là, les micro-organismes, s'ils ont bien évidemment passage, donc là à passer, donc là ça va commencer juste à se défragmenter. Mais les résines phénoliques, donc là dans leur process de process, oui, donc là c'est néfaste pour la santé. Mais ce qu'on a proposé ici, donc là c'est directement par rapport au cahier de charge et par rapport à ce qui est utilisé, parce que la résine bakélite, elle est là, donc là elle est encore avec nous, donc là elle est là, elle est dans nos PC, parce qu'il a une isolation thermique et une isolation électrique, vu le coût. Donc là le coût c'est 50-55 dirhams au kilogramme, donc là c'est un coût qui est encore faible. Merci beaucoup. Une autre question là-bas. Bonjour. Donc Sébastien, donc, moi je suis co-gérant d'une société qui produit de l'huile d'argan, donc c'est toujours ravi de voir comment on pourrait valoriser les coproduits, pas les déchets, c'est plus joli de dire les coproduits. De dire les déchets, hein. Voilà, c'est fini. Hein. Voilà. Par rapport à ce que j'ai entendu, alors j'ai peut-être pas les connaissances scientifiques pour, mais si on fabriquait des emballages, par rapport à c'est peut-être un grand mot, mais la toxicité qui serait... Est-ce qu'il n'y aurait pas des migrations? Est-ce qu'il y a des phtalates déjà dans ce type de composants ou pas? Et est-ce qu'il y a au niveau des packaging des risques justement par rapport à cette contamination? Et j'avais une deuxième petite question qui était plus, on va dire un peu économique, c'est la bakélite qui serait ainsi enrichie en coque d'argan, c'est quelque chose qui aura un plus, donc qui serait plus cher entre guillemets à la vente que la bakélite classique, où on serait dans le même ordre tarifaire, ce que j'ai entendu 50 dirhams le kilo, ou est-ce que ça serait la même chose? Voilà. Merci. Donc, pour répondre à la première question, donc là par rapport à l'emballage, c'est ce qu'on propose. Donc là, ce qu'on propose là, donc là c'est déjà ça, c'est la matière première. Les industriels de la plasturgie, c'est ce qu'ils utilisent, ils utilisent. Donc là dans votre bouteille, donc là vous avez deux types de polymères. Le bouchon c'est de le polyéthylène haute densité, et la bouteille, c'est le PET, le polyéthylène terephthalate. Donc là, généralement, le terephthalate, on l'utilise comme étant un agent plastifiant parce que la bouteille, donc là, elle est encore trop flexible sans être cassée. Donc là, ce qu'on propose, on ne propose pas ça parce que dans les bidons alimentaires, par exemple l'huile, donc là, on n'utilise pas le polyéthylène terephthalate. Elle est dans shape, donc dans le coût, donc là, elle est très bas, mais on utilise généralement dans nos cuisines, encore une fois, les petites boîtes, c'est généralement du PP polypropylène et c'est du polyéthylène haute densité ou bien la haute densité. On a encore une fois sur des types de polymères. Dans les gobelets en plastique, c'est du polystyrène. C'est-à-dire les polystyrènes, encore une fois, je peux mettre de l'eau chaude, du café, donc là sans avoir aucune migration, aucune dégradation. C'est dans le premier. Donc là, ce qu'on propose, c'est généralement, comme je disais hier dans la table ronde, on est sur la pointe de technologie. On arrivait à extraire la cellulose, nanocellulose rectangulaire dans les coques de noix d'arganier. Mais l'application, encore une fois, il ne justifie pas. Donc là, parce on doit tout d'abord commencer à appliquer. Donc là, les coques de noix, parce que les industriels, ils prennent ça, donc là, des granules de polymère, donc là, des extrudeuses, des presses à injection, et on fait sortir injection, soufflage, et on va sortir ça. Donc là, c'est ce qui est vendu dans le marché. Ce qu'on proposait, au lieu d'avoir cette matière première, donc là, c'est ça. Vous remarquez, je suis sur 5% de particules, 20% et 30%. Donc là, ce qu'on propose, c'est ça. Donc là, c'est ça, déjà, c'est un produit en lui-même qu'on va vendre aux industriels de la plasturgie. Au lieu de fabriquer ça, elles vont fabriquer ça avec le seul bénéfice. On va garder le même process. On va gagner à 30% en masse. C'est-à-dire, si l'industriel il fabrique 3, en utilisant les coques de noix d'arganier, il va gagner 1. Donc 30% en masse de polymère. Le polyéthylène densité et le PP, donc là c'est de l'ordre de 15 dirhams au kilo. Les coques de noix d'arganier, lorsque j'ai commencé en 2013, je ne les achetais pas. 2 ans, je les achetais 1 dirham au kilo. Cette année, en janvier, je les achetais 3,5 dirhams au kilo. Donc là, le coût, il commence à augmenter. Mais si on le justifie par rapport à ce qui se fait,
Parce que les gens des coopératives, elles les vendent ou bien elles les donnent pour les gens qui font de la combustion. Et la combustion, encore une fois, donc là, c'est l'environnement, c'est la haute valeur ajoutée, donc là, elle n'est pas là. Donc là, c'est ce qu'on proposait, c'est très simple, un petit broyage. Donc là, on va élaborer ça et on va le vendre et on va exiger que utiliser les coques de noix d'argan pour tout ce qui est autour de l'argan, l'huile, les produits cosmétiques, parce que les industriels, voilà ce qu'ils utilisent. Ils utilisent ça avec des colorants marrons. Pourquoi utiliser un colorant? Tant que la coque, elle corrompt une fois, comme je disais hier, on va lui donner son rôle essentiel qui était la protection de l'amendant. Donc là, pourquoi pas protéger encore une fois l'huile, parce qu'on a la photodégradation encore une fois, c'est un paramètre qu'il faut bien évidemment avec ces. La deuxième question pour la bakélite, donc c'est la même chose. On va mettre 30% en masse de la bakélite, c'est-à-dire je vais gagner 30% de la bakélite. 55 dirhams, 30%, 3,5 dirhams, donc directement il y a un gain. On ne change pas le process, le même process. C'est juste tu vas mélanger et tu vas produire ton produit. Merci, Sissavir. Donc on passe à la deuxième conférence. Une autre voie de valorisation, cette fois pour la production de biogaz, présentée par Madame Jihan Zerlouli de l'université Qadi Ayad. Notez bien, Madame Jihan, nous avons pressé par le temps. Au Congrès international de l'arganier. Donc, je suis Jihan Zerlouli, docteur en génie des procédés en biotechnologie. Actuellement, je suis postdoc à Chalmers University en Suède. Et du coup, je vais vous présenter une partie de mes travaux réalisés au cours de ma thèse, qui porte sur la valorisation des coproduits d'arganier comme étant une nouvelle source d'énergie de biogaz dans un contexte de bioéconomie circulaire. Et du coup, comme vous le savez tous, la croissance démographique, la sécurité alimentaire et énergétique et aussi les préoccupations liées au changement climatique présentent des défis interconnectés auxquels l'humanité est confrontée aujourd'hui. D'où la nomination de cette 7e édition, l'arganier épreuve au changement climatique. Du coup, actuellement, plus de 80% des besoins mondiaux en termes d'énergie sont satisfaits par les combustibles fossiles. Ce qui engendre d'une part la hausse des prix de ces combustibles, l'épuisement de ces ressources et pose des problèmes environnementaux et de graves problèmes de management de ces combustibles. Parmi ces problèmes, l'augmentation des émissions annuelles de CO2 fossiles qui représente un des principaux gaz à effet de serre. En 2021, par exemple, les effets fossiles ont atteint 36 milliards tonnes, 36 gigatonnes, avec une hausse de plus de 2 gigatonnes de CO2 par rapport au niveau de 2020. Pourquoi? Parce qu'il s'agit d'une période de Covid, de pandémie, donc il y avait des restrictions, mais après on a eu retour au même profil, donc il ne s'agit pas d'une réduction durable, c'est surtout une réduction temporaire. En grande partie, à cause de ces émissions, la température moyenne à la surface de la Terre a augmenté de 1,1 degré Celsius depuis la période pré-industrielle. Ce qui nécessite du coup une action urgente pour limiter le réchauffement climatique à 1,5 degré Celsius et du coup éviter toute crise et toute catastrophe de lourdes conséquences. En parlant de crise, en 2022, le monde a connu la plus grande crise énergétique. Donc cette crise qui a été exacerbée par l'invasion de l'Ukraine par la Russie, qui a une position forte sur le marché mondial du gaz naturel, du pétrole brut et du charbon, représentant 20, 10 et 5% des exportations mondiales. Par conséquent, du coup, les prix du pétrole, de charbon et de gaz naturel ont respectivement doublé, triplé et quintuplé par rapport à ceux de 2021. Et je précise à ce niveau qu'il y a des études qui sont en cours et qui estiment que cette augmentation va persister jusqu'à 2026. Du coup, sur la base de ces faits, plusieurs gouvernements ont prévu des stratégies à moyen terme pour réduire la dépendance aux combustibles fossiles et augmenter la sécurité alimentaire et énergétique mondiale en envisageant d'accélérer le développement des solutions durables, d'énergie durable. Pour assurer cette sécurité alimentaire, sociale et économique,
il faut du coup dépasser le concept ou la mentalité de production ou économie linéaire qui se base surtout sur fabriquer, prendre, fabriquer et jeter, en laissant en amont des tonnes et des tonnes, en aval des tonnes et des tonnes de résidus sans valorisation et en amont des ressources épuisées. Donc, un shift ou une transition vers une bioéconomie circulaire est devenue primordiale. Cette bioéconomie durable qui surtout s'intéresse à l'éco-conception du process. Donc, la collecte, la réutilisation, le recyclage, l'éco-conception, la consommation, la collecte et avoir un schéma circulaire de production avec zéro production de déchets. Puisqu'on parle du coup de bioéconomie durable, il s'agit surtout d'utilisation de ressources renouvelables. En prenant l'exemple de biomasse lignocellulosique, comme vous savez tous, et sa composition, du coup, cellulose, hémicellulose et lignine. Je précise à ce niveau que 181 milliards de tonnes de biomasse lignocellulosique sont produites chaque année à l'échelle mondiale, ce qui représente 90% de la biomasse existante sur Terre. Mais environ 3% seulement est efficacement utilisé et incorporé dans la bioéconomie circulaire. Donc normalement, il y a vraiment un chemin à traverser pour essayer de valoriser la biomasse lignocellulosique et surtout l'incorporer dans la bioéconomie circulaire. Mais afin de développer des procédés surtout économiques, écologiques et durables pour la bioraffinerie lignocellulosique, un fractionnement efficace de cette biomasse est primordial et surtout pour modifier la structure lignocellulosique. On le fait par des pré-traitements, que ce soit physique, chimique, physico-chimique ou encore biologique, qui vont augmenter la réactivité du matériau lignocellulosique pour l'application et la valorisation ultérieure. Toujours dans le contexte de la biomasse lignocellulosique, la production des résidus agricoles présente actuellement un autre défi auquel on est confronté et présente aussi une tâche difficile avec une production annuelle de 1000 millions de tonnes chaque année. Donc plusieurs chercheurs s'est intéressés à cette voie de valorisation. La figure devant vous présente plusieurs types de sous-produits agricoles ainsi que leur voie de valorisation, que ce soit pour le biogaz, biocarburant, vanillyle, des coproduits à valeur ajoutée ou que ce soit des agrocomposites ou des biocomposites. Cette valorisation qui va permettre d'une part de gagner économiquement, considérant le prix de cette biomasse, et d'autre part, de trouver des moyens de gestion de cette biomasse afin d'évaluer un cycle de vie avec zéro production toujours de déchets. Et la recherche de nouveaux sous-produits agricoles est en cours pour futures voies de valorisation. Donc, dans notre cas, on s'est intéressé à l'arganier. Normalement, c'est une filière. Notre gouvernement a attribué une importance très intéressante à cette filière depuis le lancement de l'Anzoa et la création du plan Maroc Vert. Et je précise à ce niveau qu'il y a plusieurs projets qui sont en cours pour contribuer à la valorisation de cette filière, que ce soit par la réhabilitation, l'intensification, l'organiculture, etc. Donc le produit le plus connu de cette filière est l'huile d'argan. Je précise à ce niveau, avec la nomination Argania Spinoza, 90% des publications qui existent traitent l'huile d'argan, et c'est pas méchant, mais c'est juste pour produire l'huile d'argan, on a besoin de 2% de la biomasse. Donc on génère 98% de la biomasse sous forme de coproduits, coque, tourteau et pulpe. Du coup, on s'est intéressé à la valorisation de ces trois coproduits en même temps, les tourteaux, la coque et la pulpe. Cette valorisation qui va être effectuée tout en optant pour des procédés de bioraffinerie, de bioconversion, éco-responsables et de chimie verte pour produire des biocarburants. On a étudié 2 vecteurs, biodiesel, bioéthanol, pour produire des biogaz, biométhane et biohydrogène et pour développer un agrocomposite, ce qui rejoint la présentation de M. Sabel tout à l'heure, mais dans notre cas, était un agrocomposite 100% biosourcé. Et avant d'entamer les voies de valorisation, on a commencé par la caractérisation, ce qui est normal. Je précise à ce niveau que j'ai travaillé avec 4 coproduits, les tourteaux torréfiés, non torréfiés, la coque et la pulpe. Donc, je précise aussi qu'on travaille avec une société, Nectarum, qui produit des produits cosmétiques à base d'huile d'argan à l'échelle nationale et internationale. Du coup, on s'est mis d'accord sur une granulométrie de ces coproduits. On a choisi bien sûr plusieurs conditions, mais devant vous, la condition optimale à utiliser pour les voies de valorisation ultérieures.
Donc après la granulométrie, on a essayé d'étudier la composition physico-chimique de ces coproduits. Pourquoi? Pour avoir la caractéristique de chaque coproduit et par la suite mieux l'orienter pour la valorisation. Donc quand vous voyez par exemple la pulpe, elle est surtout riche en sucres totaux, les tourteaux en lipides et en protéines, et la coque, la partie la plus solide et qui protège les amendants, est surtout riche en cellulose, hémicellulose et lignine. Donc déjà que de la composition, on voit déjà des voies possibles de valorisation de ces coproduits. Aujourd'hui, je vais présenter surtout la partie de biogaz. Pour la partie biocarburant, j'ai eu la chance de les présenter les 2 dernières éditions. Mais bon, je vais être juste brève et montrer aux personnes qui n'étaient pas présentes ce qu'on a pu faire. Pour la production de biodiesel, on était les premiers à produire du biodiesel à partir des tourteaux résiduels, des lipides résiduels, pardon, des tourteaux. Donc, on a opté pour la transistérification. Donc, on a développé le procédé, on l'a optimisé et après, on a récupéré notre biodiesel qui était par la suite caractérisé et comparé au pétrodiesel et au diesel de première et de deuxième génération. Je précise à ce niveau qu'on a pu avoir un rendement biodiesel de 94%, pour donner des chiffres et des valeurs plus concrètes. Et le biodiesel, comme je disais tout à l'heure, a été très comparable au pétrodiesel et de diesel de première et de deuxième génération. Pour la production de bioéthanol, on a pu étudier la production de bioéthanol à partir de la pulpe, au premier lieu parce qu'il contient des sucres. Donc c'était plus facile de produire l'éthanol à partir de la pulpe. Donc on a opté surtout pour l'hydrolyse enzymatique par des cocktails enzymatiques, c'est le Clastis viscosi, qui contiennent des hémicellulases, des cellulases. Du coup, pour augmenter surtout la concentration en sucre fermentescible, et après, l'hydrolyse est utilisée en présence de Saccharomyces en anaérobiose pour produire du bioéthanol. Les mêmes résultats ont été étudiés pour la coque aussi, mais cette coque, cette fois, a été pré-traitée par un système, le High Pressure Water Jet System, en collaboration avec Sujino, société au Japon. Et toujours pour donner des valeurs concrètes, les conditions optimales des procédés développés pour la production de bioéthanol nous permettent d'envisager la production de 320 kg et 360 kg d'éthanol par tonne de pulpe et de coque respectifs. Pour la partie biogaz, donc on a étudié au premier lieu la production de biométhane, tout en optant pour la méthanisation, qui est un procédé naturel de dégradation. Cette fois, et contrairement au biodiesel qui utilise juste les lipides, ou encore de bioéthanol qui utilise les sucres, le biométhane, on utilise la matière organique totale, à savoir les acides aminés, les acides gras et les sucres. Donc, il y a une dégradation totale de la matière organique par des bactéries, toujours en anaérobiose, pour produire à la fin un biogaz et du dioxyde de carbone. Normalement, la méthanisation se fait dans des digesteurs et on a 2, comme je disais, produits, biogaz, qui peut être soit cogénéré pour produire de l'électricité et la chaleur, ou encore pour alimenter les réseaux de gaz naturels ou pour utiliser comme étant un carburant. Et le deuxième produit, c'est le digestat. Le digestat, puisqu'on parle toujours de la valorisation circulaire, peut être aussi valorisé dans la valorisation agronomique comme étant des amendements ou des engrais. Pour cette partie, j'ai eu la chance de travailler avec Biovalo, qui est une société, la grande société en Auvergne, basée sur Riom, qui ont pour but la production de biogaz à partir des sous-produits. Et du coup, ils ont mis en dispositif des matériels à l'échelle semi-industrielle et industrielle pour réaliser cette partie. Je précise à ce niveau qu'au premier lieu, on a travaillé avec 30 réacteurs de 5 litres, pour produire de biogaz à partir, comme je disais, des tourteaux torréfiés et de la pulpe d'arganier, tout en utilisant une méthode conforme au protocole interlaboratoire de mesure de potentiel méthanogène, des matrices surtout solides hétérogènes de la DME, l'Agence nationale des environnements, et l'inoculum utilisé a été déjà amélioré par l'équipe de Biovalo qui provient de déchets alimentaires, d'ensilage, du fumier et du lisier. Et par la suite, du coup, on récupère le biogaz produit, on le quantifie et on le caractérise.
La production du coup de biométhane a été réalisée pendant 1 mois. Donc après 1 mois, la dégradation totale se fait. Après 30 jours, le potentiel méthanogène n'excède pas 1%. Du coup, la production s'arrête. Et pour donner des valeurs concrètes, la production cumulée de biométhane était de 440 dans le cas des tourteaux et de 150 dans le cas des pulpes normaux décimètres cubes méthane par kilogramme de matière organique, ce qui rend cette voie de valorisation d'extrême importance. Et aussi, je précise que la composition de biogaz produit était aussi intéressante. Prenons l'exemple des tourteaux, la figure A. On commence la première semaine avec un biogaz qui contient presque 70% de CO2 et 30% de méthane, et on arrive après 1 mois d'avoir un biogaz qui contient 70% de méthane et 30% de CO2. Donc ça rejoint et s'aligne avec ce qu'on a parlé de libération de CO2 et des gaz à effet de serre. Donc c'est une voie, je dis encore une fois, d'extrême importance. Je passe maintenant à la production de biohydrogène. Donc, on a opté pour la fermentation sombre. C'est un procédé qui se base sur la digestion anaérobique. Mais je ne l'ai dit pas tout à l'heure, la digestion anaérobique se fait par 4 étapes. L'hydrolyse, l'acidogénèse, l'acétogénèse et la méthanogénèse. Pour produire l'hydrogène, on s'arrête à la 3e étape. Du coup, on inhibe les bactéries méthanogènes qui consomment l'hydrogène. Et normalement, si on arrive à produire le méthane, sûrement on va produire l'hydrogène. Donc toujours on utilise un inoculant développé par BioValo et une méthode conforme au protocole de la DME. Donc la production cumulée ou les rendements maximum en biohydrogène était de 34 décimètres cubes d'hydrogène par kilogramme de matière organique en cas de pulpe, comparé à 38 décimètres cubes en cas de notre témoin qui est la cellulose. Donc c'est très intéressant pour la pulpe d'arganier. Par contre, les tourteaux ne sont pas révélés des substrats permettant la production de biohydrogène. Pourquoi? Parce qu'ils sont riches en protéines et en lipides. Et du coup, au cours de la production, on a une production de glycérol et surtout des acides gras de longue chaîne qui s'accumulent aux parois des bactéries et inhibent leur fonction. Donc, il fallait peut-être utiliser les tourteaux après délipidation, après la production de biodiesel et après la production de bioéthanol. Du coup, pour conclure, on est arrivé pour la première fois à produire 4 vecteurs énergétiques à partir des coproduits d'arganier. Donc, tout en optant surtout pour des méthodes de bioconversion éco-responsables et des procédés de chimie verse, biologique, qui s'aligne avec la tendance actuelle de la bioéconomie circulaire. Donc, dorénavant, il ne faut pas même parler de coproduits, mais surtout de produits. Donc, à partir de l'arganier, on peut produire de l'huile d'argan, de la pulpe, de la coque et des tourteaux. Donc, pour produire les carburants, les biogaz et surtout pour développer un agrocomposite 100% biosourcé. Avec le timing, je ne peux pas tout présenter, mais on a pu aussi développer un smart packaging pour les produits cosmétiques à base d'argan. Ces travaux ont fait l'objet d'un transfert technologique avec la société Nectarum. Donc on est sur les derniers pas pour mettre en place l'unité pour la fabrication des packaging pour Nectarum, et pourquoi pas dans les années à venir de mettre en lieu une unité, un scale-up de la production, une montée en échelle pour la production de bioénergie, de biocarburant, pour arriver à la fin d'alimenter la société en termes d'énergie et de carburant. Je suis peut-être une personne rêveuse. J'aurais imaginé avoir une société ou une coopérative qui peut utiliser les coproduits d'argan pour faire les packaging et pour alimenter la société en termes d'énergie et de carburant. Pourquoi pas arriver à l'autonomie? Du coup, ça va être un avantage pour cet écosystème, surtout en considérant 3,5 millions de vies locales dépendent de cette filière. Donc, il y a plusieurs publications, si vous voulez jeter un coup d'œil, parce que je n'ai pas pu tout présenter, que ce soit pour la partie biocarburant, bioénergie, ou pour la partie agrocomposite. Et n'hésitez pas si vous avez des questions ou des commentaires. Merci de votre attention. Merci à vous également, Madame Jihan, pour la qualité de vos travaux. Hein. Toutes mes félicitations. Merci. Et pourquoi pas ce que vous avez dit par rapport au transfert technologique, de créer quand même toute une société. Hein.
Donc, on ouvre une petite session de discussion. Donc, il y a une question de M. Fawzi Dkawi, pardon. Merci. Merci, c'était une présentation claire. Cependant, je vais peut-être ne pas partager votre stratégie, celle de produire de l'énergie à partir de la biomasse d'une forêt marocaine, surtout l'Arganier. La forêt de l'Arganier, ce n'est pas la forêt de la Suède ou du Canada. C'est une forêt à faible densité. De plus, au Maroc, on a besoin d'une souveraineté alimentaire. Il faut focaliser sur l'alimentaire avant de focaliser sur l'énergie. Moi, je suggère de faire une comparaison avec d'autres sources de produits pour produire de l'énergie. D'abord, vous appelez les déchets. Tout le reste, c'est des déchets. Moi, je me demande combien de ces déchets reviennent au sol. S'ils reviennent au sol, ce n'est pas des déchets. Et là, je veux parler du cycle du carbone. Globalement, généralement, les sols marocains sont malades. Parce qu'on prend la matière organique, on fait autre chose. Surtout, par exemple, dans le cas du blé, on prend tout ce qui reste. Quand on moissonne, on prend le foin et tout, et on le fait manger aux brebis. Et la matière organique du sol, elle est très faible. Et si on fait la même chose dans les forêts, on ne retourne pas une partie de la matière végétale au sol, on risque d'arriver au même problème. On parle d'une économie circulaire, mais en fait, elle n'est pas circulaire. Si la matière organique, une partie au moins, ne revient pas au sol, le sol va s'appauvrir et toute la biodiversité du sol va être affectée. Donc, moi, ce que je suggère, peut-être vous l'avez fait, c'est de regarder le cycle du carbone et faire votre analyse. Qu'est-ce qu'on prend de la forêt, qu'est-ce qu'on prend pour faire de l'énergie et qu'est-ce qui reste? Et il faut qu'il y ait un minimum qui reste. Peut-être faire des produits de haute valeur, des biocomposites, peut-être c'est faisable. Mais faire de l'énergie, à mon avis, c'est pas une voie, sans avoir fait tout le calcul du cycle de carbone. Et les densités, sont, comme vous l'avez vu dans d'autres présentations, sont très faibles. Et le sol a besoin de se régénérer, a besoin de continuer à vivre. Voilà, c'est des remarques et je vous encourage donc à regarder ce cycle de carbone. Merci. Merci beaucoup, monsieur, pour vos commentaires. Pour le cycle de carbone, comme vous avez vu, il y avait beaucoup de travaux, on n'a pas pu tout faire. Donc la partie cycle de carbone, c'est pas fait. Mais pour partir de la valorisation de la biomasse, d'utiliser la forêt pour produire de l'énergie, en fait, on ne fait pas la culture pour produire de l'énergie. En fait, c'est l'inverse. La culture, elle est là. On a des coproduits qui doivent être valorisés en masse, des grandes quantités. Donc, et pour réaliser cette valorisation, pour les composites, on a besoin de 30%. Mais en cas de biomasse, je pense que ce sera plus intéressant de faire de l'énergie. Après, on ne va pas rentrer dans la concurrence, on ne va pas conquérir le marché de tournesol ou de lin ou de soja, etc. Parce que déjà, c'est une culture endémique du Maroc. Mais là, on parle surtout de la valorisation des coopératives. Ils ont besoin d'énergie. Par exemple, la société Nectarum, prenons l'exemple de biodiesel, par exemple, je lui dis, on a 7 à 12% de lipides dans les tourteaux. Il m'a dit, il m'a dit, on fait 2 extractions. Si vous pouvez produire de biodiesel, je me limite à une extraction. Et après, je peux avoir même 20% de lipides qui vont être utilisés pour contourner cette voie de valorisation pour l'énergie, pourquoi pas. Donc, nous, on ne fait pas la culture pour produire de l'énergie, loin de là. On n'utilise pas la forêt, on n'utilise pas la biomasse elle-même, on n'utilise pas l'arbre, on utilise surtout les sous-produits qui existent avec des tonnes et des tonnes chaque année et qui méritent une valorisation en masse. Et surtout, s'il va contribuer à la valorisation et tenir en fait la main des coopératives, surtout de point de vue économique, ça sera intéressant.
Moi, j'ai une petite question. D'ailleurs, je rejoins la remarque de c'est Fawzi par rapport à la production de biodiesel. C'est à partir de l'huile résiduelle dans les tourteaux. Si c'est de l'huile d'argan, vraie, de bonne qualité, alors on peut le valoriser. Le problème qu'on a, peut-être qu'on n'a pas des presses robustes qui va extraire le maximum de l'huile d'argan, mais il y a d'autres méthodes alternatives. Donc on peut extraire cette huile en utilisant un solvant, et puis on peut la raffiner facilement et on l'oriente vers la cosmétique. Et on va faire quoi avec le solvant? Le raffinage, on peut éliminer. Encore une fois. On utilise cette huile dans des formulations cosmétiques. Est-ce que vous n'avez pas fait une étude économique en comparant, par exemple, le prix de vente d'un litre de l'huile d'argan par rapport à un litre de biodiesel? Normalement, c'est prévu pour une thèse prochainement, l'étude économique de l'ensemble des parties. Mais pour valoriser les trois produits dans plusieurs axes et étudier l'économie des choses, c'est un peu limite. Mais on utilise des procédés qui ne demandent pas beaucoup d'argent. Par exemple, le méthane, j'avoue, pour le biodiesel, c'est pas vraiment énorme, mais le méthane, ça marche très bien. Par exemple, BioValo, ils étaient vraiment très choqués du potentiel. Ils travaillent avec des ressources un peu, je ne vais pas dire parce que toute source est intéressante, mais pour le cas d'argan, c'était parfait, quoi. D'autres questions? Donc, merci pour l'exposé. Merci. Très riche en informations et en voie de valorisation de ces coproduits. Est-ce que la biomasse dont vous parlez, la production annuelle de cette biomasse, mériterait de s'intéresser à cet élément comme source de biocarburant, etc. Parce que la biomasse, à ma connaissance, ne nous permettrait pas d'avoir une raffinerie avec tout l'investissement qui va suivre, d'accord, pour produire du biogaz ou produire du biocarburant, etc. Alors que dans ces produits-là, il y a encore des éléments. Si M. Saïd a parlé de l'huile, si je prends le tourteau, le reste, un tourteau déshuilé, à partir duquel on a récupéré cette huile, qu'on peut raffiner, qu'on peut encore vendre avec une valeur ajoutée encore assez importante, il y a la fraction protéique dont vous avez parlé et qui est fort intéressante et qui mérite également d'approfondir la recherche dedans. Une légère étude bibliographique a montré l'intérêt de grandes sociétés cosmétiques pour cette fraction, que ce soit à partir des feuilles, chose qui n'a pas été exploitée dans votre travail, le tourteau lui-même. Et il suffit de savoir pourquoi certaines sociétés, de grandes sociétés cosmétiques, qui achètent un produit qui se vend normalement à 3-4 dirhams, ils l'achètent à 70 et à 90 dirhams, ça donne une idée sur ça. Et si vous faites une petite virée sur l'Internet pour voir un peu les brevets et sur les protéines d'origine argania, vous allez savoir l'importance de ces... Et après, tout ce qui va rester, je rejoins le professeur qui est intervenu en premier, on peut aller un peu vers tout ce qui est compostage, tout ce qui est biotransformation de cette matière fibreuse pour faire du compost ou quelque chose comme ça. Et les process de valorisation dans ce sens, ils sont hyper simples et facilement transférables pour les coopératives. Je pense qu'il y a pas mal de produits encore à l'intérieur de, que ce soit la coque, avec ce qu'a montré notre collègue tout à l'heure, ce que vous avez montré. Il y a plein de choses. La vanilline, dont vous avez parlé sur les composantes ligneuses de la coque. Le reste des composés phénoliques, l'acide férulique, l'acide coumarique. Si on arrive à hydrolyser la chose d'une manière propre, on peut avoir des produits à très très haute valeur ajoutée, très demandés sur le marché
et qui reste faisable économiquement parlant. Merci pour vos commentaires, monsieur. Comme je disais, on a commencé l'étude avec une demande de la société elle-même, Nectaron. Ils nous ont dit du coup qu'ils sont déjà évolués au point de produits cosmétiques au niveau de l'huile et ils ont monté des points de production à l'échelle internationale et à l'échelle nationale. Ils étaient surtout intéressés à la valorisation en masse de leurs coproduits. Ils ont de la matière, ils doivent la valoriser. Donc c'était le début. Et du coup, on s'est dit, est-ce que vous êtes intéressés pour la production d'énergie? Ils ont dit, oui, on est intéressés pour la production d'énergie et pour le packaging. Je ne l'ai pas présenté maintenant, mais en fait, on a procédé à un cycle de production. Ça veut dire on prend le coproduit, par exemple, on extrait les lipides, on le bascule pour la production de biodiesel, on extrait les sucres, on le bascule pour le bioéthanol, les fibres pour les agrocomposites, et le reste peut être par la suite valorisé. Donc, c'est pas qu'on n'utilise pas un coproduit pour la production d'un seul vecteur énergétique. Donc, c'est loin de là. On essaie de valoriser le maximum des principaux actifs de haute valeur ajoutée de chaque coproduit. Une dernière question, non? C'est une dernière question. Non, c'est... Voilà, merci. Merci. Donc, je tiens à remercier mademoiselle Jehan. Donc, je pense que c'est un exemple typique. Ce n'est pas uniquement pour les sous-produits ou les coproduits, ou là, ce n'était pas les déchets, mais pour vous montrer que quand même, c'est une bioéconomie circulaire qu'on peut avoir zéro déchet. Et ça, c'est très, très important à élargir pour tout type d'industrie. Et parfois, comme il vient de montrer, les coproduits peuvent avoir un plus-value beaucoup plus important. C'est sûr qu'on a concentré sur l'huile d'argan, on oublie les 98% des coproduits. En fait, l'huile d'argan ne représente que 2% par rapport aux coproduits. Tout à fait, oui. 2 à 3%. Donc, c'est vrai, les commentaires qui ont été faits, normalement, on ne peut pas produire de biocarburant ou la biogaz avec des quantités plus ou moins pas trop importantes, mais l'essentiel, c'est de valoriser supposons qu'on peut créer un site touristique sur le côté marketing. C'est l'huile, on essaie de valoriser l'huile d'argan, mais si on donne un site plein, entouré par des biogaz, des biocarburants produits à partir de ce produit, un packaging biodégradable, ceci en valorisant davantage, du point de vue marketing et design, le produit qui peut avoir un intérêt de plus en plus important. Et merci. Désolé, c'est l'intérêt, donc nous sommes pressés par le temps. À chaque fois, le comité d'organisation, il me demande d'aller vite. Donc, on passe à une troisième valorisation. Merci, Madame Jehan. On passe à la troisième intervention présentée par M. Othman Halouch de l'Université Ibn Zor. Donc, il va nous présenter une autre voie de valorisation, c'est la valorisation des protéines, de l'huile résiduelle et des antioxydants à partir du coproduit de l'argan. Voilà, vous avez 15 minutes pour présenter l'essentiel de votre travail. À vous la parole, Othman. Merci, monsieur. Alors, bonjour à tous. Je me présente, je m'appelle Othman Halouch, doctorant à l'Université Ibn Zor. Et je suis ravi d'être parmi vous aujourd'hui pour vous présenter notre projet de recherche qui s'intitule « La valorisation du subproduit de l'arganie, source innovante et précieuse de composés bioactifs à haute valeur ajoutée ». Avant d'entamer dans ma présentation, j'aimerais signaler que mon projet de thèse entre dans le cadre d'un projet REFAM qui vise le renforcement économique de la femme de la filière de l'arganie au Maroc. Ce projet est en collaboration avec l'Affaire mondiale Canada, Coater International, l'ONZOA, la coopérative féminine Tate Matin de Tiout et la faculté polydisciplinaire de Taroudant. Bon, afin de bien expliquer notre projet de recherche, nous avons choisi le plan suivant. D'abord, on va commencer par des généralités. Ensuite, on va passer à la problématique et les objectifs de notre étude. Par la suite, on verra les résultats que nous avons pu jusqu'à présent et qui seront répartis en deux axes. Le premier, c'est la caractérisation des subproduits de l'arganie. Et le deuxième axe, c'est
une partie de valorisation de ce produit de l'arganie et on finira, Inch'Allah, par une conclusion. Alors, comme des généralités, comme vous le savez, l'arganie est une espèce végétale endémique du Maroc. Il est reconnu depuis des siècles pour ses multiples vertus, à savoir médicinales, cosmétiques et alimentaires. L'arganie est particulièrement appréciée pour l'huile extraite des amandes de ses graines. On parle de la fameuse huile d'argan. Cette huile est composée de 99% des acylglycérol et 1% des composés phytochimiques. Et grâce à sa composition phytochimique, l'huile d'argan est dotée de plusieurs vertus, à savoir des vertus nutritionnelles, cosmétiques et médicinales. La problématique, c'est que malgré la forte demande pour l'huile d'argan, la production de cette dernière génère une grande quantité de ce produit. En fait, pour produire 1 litre d'huile d'argan, 60 kg de fruits secs sont nécessaires, mais en parallèle, 31,5 kg de coque et 25,8 kg de pulpe et 1,2 kg de tourteau seront générés, ce qui pose un problème de gestion des déchets et limite le potentiel économique de la filière de l'arganie. C'est dans ce cadre que s'inscrit notre projet de thèse qui vise d'abord la valorisation de ce produit de l'arganie en utilisant des procédés verts, éco-responsables, simples et de fibres et qui seront facilement transférables aux coopératives féminines. En fait, nous sommes intéressés essentiellement à la restitution de l'huile résiduelle dans le tourteau de l'argan. Deuxièmement, la préparation des concentrés de protéines à partir des feuilles et le tourteau de l'argan. Et finalement, préparation des concentrés de composés phénoliques à partir des feuilles, la pulpe et le tourteau. On passe maintenant à au premier axe qui est la caractérisation de ce produit de l'arganie. Pour réaliser cette partie, nous avons travaillé, ou bien nous avons utilisé comme matériel et méthode pour la détermination de la teneur totale en protéines. Nous avons travaillé avec la méthode de Gilda. Pour établir le profil minéral, c'est à l'aide de l'ICP. Pour les cendres, sont assimilées à 500 degrés Celsius. Pour la teneur totale en polyphénol, flavonoïdes et activité antioxydante mesurée par le FRAP et la BTS et mesurée par le spectrophotomètre UV visible. Tandis que pour l'extraction de l'huile résiduelle, elle est réalisée par le Soxley et pour l'identification des acides gras par la chromatographie en phase gazeuse. Concernant les résultats de la caractérisation du sous-produit de l'arganie, on commence par la composition proximale. Et nous avons trouvé que les feuilles sont riches en carbohydrates, en protéines, et pour la pulpe, il est riche en carbohydrates, protéines et lipides, tandis que le tourteau est riche en protéines et en lipides. Pour le profil minéral, nous avons remarqué que les feuilles, la pulpe et le tourteau de l'arganie sont riches en magnésium, calcium et sodium, et que les feuilles enregistrent les valeurs les plus élevées parmi ces sous-produits. Pour la teneur en fibres, nous avons remarqué que la teneur est variable d'un sous-produit à l'autre, mais la plus forte proportion a été dominée par les fibres insolubles dans les détergents neutres. Pour la composition phénolique, nous avons trouvé également qu'elle est différente d'une partie à l'autre, mais elle est présente avec des quantités vraiment remarquables, surtout dans les feuilles de l'arganie. Quel que soit pour la teneur totale en polyphénol, flavonoïdes, en tanin condensé, et même si pour l'activité antioxydante FRAP et la BTS. Alors, concernant l'objectif global de notre étude, qui est extraire des composés bioactifs à haute valeur ajoutée, nous avons pu extraire jusqu'à maintenant l'huile résiduelle à partir du tourteau de l'arganie, préparer un concentré de saponine à partir du tourteau, préparer également un concentré de composés phénoliques à partir des feuilles, la pulpe et le tourteau, et préparer les concentrés de protéines à partir des feuilles et le tourteau alimentaire et cosmétique. Et finalement, comme une petite valorisation de l'huile résiduelle de tourteau, nous avons fabriqué du savon. Concernant la caractérisation de ces composés bioactifs, concernant l'huile résiduelle de tourteau, nous avons réalisé le profilage des acides gras et nous avons trouvé qu'il est riche en acide oléique et l'acide linoléique, ce qui est similaire à l'huile extraite par les amandes. Et on a réalisé également des paramètres physico-chimiques usuels. Pour la caractérisation des protéines ou bien des concentrés de protéines obtenus à partir du tourteau alimentaire ou cosmétique, nous avons réalisé une mesure de la capacité de rétention de l'eau et la capacité de rétention de l'huile, ainsi que la propriété moissante et la stabilité de cette dernière. Et nous avons trouvé que
les concentrés de protéines obtenus à partir de torteaux d'arganes cosmétiques enregistrent les plus fortes valeurs en termes de la capacité de rétention de l'eau et de l'huile, tandis que les protéines obtenues à partir des torteaux d'arganes alimentaires ont la plus forte valeur en termes de la propriété moissante et la stabilité de cette dernière. Passons maintenant au deuxième axe qui est la valorisation du subproduit de l'arganie en tant qu'un antioxydant naturel. Alors, dans cette partie, nous avons incorporé les différentes extraits ou bien les différentes composés phénoliques extraits à partir des subproduits de l'arganie, à savoir les feuilles, la pulpe et le tourteau, dont l'huile de tournesol, assistée par ultrasons avec des concentrations différentes, 100 ppm et 200 ppm, et qui est stockée dans des conditions accélérées à l'étude pendant 3 mois et soumis au test de Ransimat afin d'évaluer les caractéristiques physico-chimiques et la stabilité oxydative de l'huile de tournesol. Alors pour réaliser ce travail, nous avons utilisé comme paramètres les acides gras libres, l'indice de peroxyde, l'indice de para-anésidine, les extinctions E232 et E270, le profil des acides gras et finalement le test de Ransimat. Alors, comme résultat de ce deuxième axe, nous avons constaté pour l'acidité que tous les échantillons enrichis par les différentes matrices de ce produit de l'arganie ont une valeur d'acidité inférieure à celle de contrôle, à l'exception de l'huile enrichie par les feuilles à 200 ppm. Pour l'indice de peroxyde et l'indice de para-anésidine, nous avons remarqué que l'enrichissement par les feuilles a légèrement augmenté l'indice de peroxyde, tandis que les autres enrichissements ont les diminué. Cette dernière peut être expliquée par la présence des antioxydants qui neutralisent les peroxydes dans ces huiles-là. Alors que pour l'indice de para-anésidine, tous les huiles que vous avez remarquées ont une valeur supérieure à contrôle et ceci peut être expliqué par la présence d'autres molécules qui peuvent absorber dans la même longueur d'onde de ces peroxydes. Pour les extinctions, E232 et E270 qui reflètent successivement l'état d'oxydation primaire et l'état d'oxydation secondaire, les huiles enrichies sont presque similaires à celles de contrôle et sont normales car l'huile c'est à l'état initial. Concernant le profilage des acides gras, on n'a vraiment jusqu'à maintenant remarqué pas de différence entre les différents acides gras, que ce soit pour le contrôle ou les différentes huiles enrichies avec ce produit. Finalement, pour le test de Ransimat, qui est un test de vieillissement accéléré de l'huile, nous avons trouvé que les huiles enrichies par les différents sous-produits de l'arganie ayant un temps d'induction supérieur à celle des contrôles, que ce soit pour les différentes températures 110 degrés Celsius et 120 degrés Celsius, ce qui peut expliquer que l'enrichissement par ces sous-produits peut augmenter la stabilité oxydative de l'huile de tournesol. Alors, en guise de conclusion, on peut dire que nos résultats ont révélé une richesse significative en termes des éléments essentiels et en composés bioactifs, ce qui souligne le potentiel de valorisation du sous-produit de l'arganie en tant que source viable d'ingrédients pour l'industrie, que ce soit alimentaire, cosmétique et pharmaceutique. Et avant de finaliser ma présentation, j'adresse mes sincères remerciements à notre équipe de recherche biotechnologie, sciences analytiques et contrôle qualité, notre faculté polydisciplinaire de Taroudant, l'ONZOA, la coopérative féminine Titmatin, le comité d'organisation du congrès international de l'arganie et le centre national de la recherche de sciences et techniques. Et je remercie l'assistance pour votre attention. Merci Sietman d'avoir respecté le temps. On ouvre une session de discussion pour Atman. Y a-t-il des questions? 2. OK. 3. Merci. Donc, bonjour à tous. Merci, M. Atman, pour présenter, votre... Madame Hana. Oui, c'est Madame Hana Manfalouté, maître de conférence habilitée à l'Université Mohamed V, faculté des sciences de Rabat. Donc, je vous remercie, M. Atman, pour votre présentation. Donc, mais j'ai juste une question par rapport donc à la classification des feuilles en tant que coproduits.
Parce que normalement, pour les coproduits, c'est plus les résidus d'une procédure. Donc, surtout pour l'extraction de l'huile. Donc, nous, on sait que déjà le tourteau, donc la coque et la pulpe, ce sont des coproduits. Alors là, peut-être vous êtes intéressé à la valorisation des feuilles, mais ici, est-ce que ça n'aura pas un impact, surtout environnemental? Surtout si ça montre que déjà, elle a une valeur, donc, et la surexploitation de ces feuilles, est-ce que ça n'aura pas vraiment un impact? Donc voilà, c'est ça mes questions, et merci. Alors, merci Madame Anna pour votre question. Alors, comme vous le savez, dernièrement, les NRA ont développé plusieurs variétés de l'arganie dans des vergers, soi-disant cultivés. Alors, pour la valorisation des feuilles de l'arganie, on opte pour les garder jusqu'à que, par exemple, les NRA, lorsqu'ils cultivent ces arbres, ils vont procéder à la taille. Comme vous savez, la taille, c'est une étape plus importante pour la croissance des plantes et tout ça. Et dans ce cadre, on va se focaliser pour valoriser les feuilles de l'arganie. Une deuxième question de M. Kawi. C'est juste une remarque. Je reviens sur le cycle, encore une fois, de carbone. Si les feuilles reviennent au sol, ce n'est pas un déchet. D'accord. Donc, il faut différencier entre sous-produits et déchets. Pour moi, un déchet, c'est quelque chose qui va dans la poubelle et qui est perdu à jamais. Mais s'il revient au sol, c'est un compost naturel et qui nourrit le sol. Merci. Une troisième question, Madame Nabila. Monsieur Othman, je vous remercie pour la présentation et la qualité de votre recherche. Brièvement, Nabila Boulel, vice-présidente de la Fédération interprofessionnelle à la filière argane. Vous êtes un exemple de recherche collaborative et je voulais tout simplement faire une petite précision qui a son importance. Le projet REFAM, il était copiloté et déployé à la fois par l'ANZOA, l'AMC, Cowater et la FIF Argane. Donc ça, c'est très important parce que, comme je vous ai dit, c'est très important de montrer que la filière dans sa globalité, elle est sur le terrain également. Et comme Mademoiselle Jihan, j'aurais bien voulu aussi, dans le futur, qu'on développe des projets collaboratifs et surtout qui reviennent, comme vous l'avez si bien cité, dans un intérêt global. Voilà. Ce n'est pas un petit passage de publicité, hein, mais c'est vraiment de fond. C'est très important de dire voilà, qu'il y a un travail de fond qui est fait et qu'on est là aussi pour aider les chercheurs à être sur le terrain et de collecter et surtout d'expérimenter et d'avancer dans leurs recherches. Je vous remercie. Tout à fait, Madame. Merci, Madame. Non, une autre question ici. Hein. Juste pour éclaircir, en ce qui concerne, je me représente, Khalid Majorat, je coopère avec Adnan sur ce sujet de thèse. Les feuilles, comme on le sait, quand la coopérative récupère le fruit, hein, à l'intérieur de cette masse, il y a une bonne proportion de feuilles. C'est pas qu'on les collecte sur le terrain comme ça. Donc, on l'a considéré comme coproduit parce qu'il fait déjà partie de ce qui arrive à la coopérative. Je suis tout à fait d'accord que le retour de la feuille vers le sol, c'est une chose qui participerait à l'enrichissement du sol, à la séquestration de carbone, au cycle de carbone en général. Vous l'avez cité tout à l'heure, l'arganeraie, c'est une forêt qui ne ressemble pas aux forêts du Nord. Donc, le retour de carbone proviendrait essentiellement de la soustrate herbacée qui pousse au niveau de cette forêt, plutôt que des feuilles. J'ai travaillé sur le terrain avec les coopératives. C'est vrai, en dessous de la couronne, on a un sol qui commence à se former avec une activité en termes d'insectes qui sont présents, mais dès qu'on se décale de cette zone de la couronne, on est sur un sol très appauvri,
pauvre en matière organique, substrat minéral pur. Quoi. Mais ce qui touche au sol des arganeries, c'est surtout le pâturage. L'activité du pâturage, c'est vrai, c'est quelque chose de nécessaire pour la population et ça pourrait également faire une partie de la recherche dans l'espace arganeret, d'essayer de développer ces parcours pour que, à la fois, il y ait une amélioration du sol, hein, par toute cette activité au niveau rhizosphère et déchets organiques qui vont rester. L'animal qui broute sur ces plantes-là, bien sûr, il a des déjections et qui sont plus intéressantes en termes de retour de ce carbone pour le sol. Je ne pense pas que ces déchets-là, bon, je ne vais pas les appeler déchets pour qu'on ne me gronde pas, mais ces feuilles, cette coque, ce tourteau, ces feuilles, après un certain cycle de valorisation et de recherche de molécules d'intérêt, comme on l'a vu pour les différents intervenants, le reste du matériel, parce qu'à la fin de chaque réaction qu'on fait, il y a toujours un résidu. On peut penser au compostage de cette partie et la faire retourner, surtout, comme a dit Atman, maintenant on est en train de parler de l'arganier en ferme structurée, Argan Filahi. Donc il faut essayer de penser à ce que ça reste dans cette voie écologique, cette voie biologique de la chose, et essayer de trouver bien sûr des voies de destination des restes de ces coproduits vers l'amendement des sols. Je n'ai pas vu le travail qui a été fait dernièrement sur la plantation, mais ça mérite qu'il y ait une coopération dans ce sens, de mettre à notre disposition des parcelles et essayer de travailler sur la partie sol qui est très très intéressante pour la croissance de cette plante. Mais pour les feuilles, ce n'est pas quelque chose qu'on va cueillir, mais qu'on va récupérer au niveau des coopératives. Et pour vous dire, on les sèche et on les vend telles qu'elles sont. Et ce qui m'a étonné, c'est que les gens les achètent. Qui les achètent, ce sont des sociétés de cosmétiques. Et quand on part sur l'Internet, on trouve qu'il y a des brevets sur des protéines spécifiques à la feuille de l'arganier et qu'on aura à un pourcentage dans un produit cosmétique à 1% de contenu et que le produit se vend à des prix vraiment très élevés. Alors pourquoi pas que ces coopératives, surtout que le process est simple, pourquoi ces coopératives ne peuvent pas? On s'est arrêté au concentré. Le travail, il continue pour approfondir l'étude. Pourquoi ces coopératives, au lieu de vendre la feuille telle qu'il est, qu'ils vendent ce concentré? Et ils vont le vendre avec un coût encore plus élevé, parce qu'il y a une certaine technicité qui a été introduite. S'ils achètent le tourteau à 70 dirhams, à 80 dirhams, ces sociétés-là, si je leur prépare ce qu'ils veulent, avec la qualité qu'ils veulent, je pense que ça ne peut que rapporter de l'argent pour la coopérative. Et il nous reste un déchet qu'on peut utiliser comme compost pour amender les champs de l'arganier. Merci Sir Khalid pour cette interprétation pertinente. Donc on passe à la dernière communication présentée par Madame Saberi Cheima de l'Université Hassan II. Donc Madame Cheima, elle va nous présenter un travail, une étude comparative entre deux huiles extraites de deux arbres. L'une, c'est le premier arbre, c'est de croissance domestique et spontanée.
Bonjour, merci monsieur le modérateur, bonjour tout le monde. Je suis Sabiri Cheima, docteur en biochimie et nutrition de la faculté des sciences biomédiques de Casablanca. Aujourd'hui, j'ai l'honneur de vous présenter mon travail intitulé Évaluation nutritionnelle, phytochimique et de la stabilité des produits issus des araignées de croissance domestiquée et spontanée, réalisé bien sûr sous l'encadrement du professeur Delouish Abdelftah de la même faculté. Donc, on va passer rapidement sur le plan, l'introduction, matériel et méthode pour rester dans l'enchaînement, résultats et discussions, la conclusion et les perspectives. Donc, pour introduire, en parlant de l'arganier ou Argania spinosa, arbre endémique du sud-ouest marocain, l'huile extraite à partir des fruits de cet arbre constitue un produit international largement demandé pour sa composition chimique très spéciale. Alors, cette composition et ses propriétés nutritionnelles, cosmétiques et thérapeutiques font de ce produit un produit très cher. Alors, comme vous venez de voir avec les trois interventions précédentes, l'ensemble des produits de l'arganier sont utilisés et valorisés, ce qui fait de cet arbre un arbre à usage multiple, ayant divers intérêts, que ce soit des intérêts socio-économiques, alimentaires, écologiques et thérapeutiques. Il semble que l'arganerie va en diminution. Alors, dans un moins d'un quart de siècle, alors presque le quart des forêts ont été dégradées. Cela semble l'action de double facteur, humain et naturel. On parle du surpâturage, la surexploitation, les faibles taux d'autorégénération et la surexploitation. Donc c'est là où vient l'intérêt de la domestication de l'arganier qui va contribuer à atténuer les pressions sur cette ressource, la développer et la conserver, et elle permettra d'envisager des plantations régulières à usage commercial intensif. Donc, rapidement, en parlant de l'arganier, on parle du produit le plus renommé, c'est l'huile d'argan qui fait partie des lipides. Alors, du fait de la richesse en acides gras insaturés, cette huile est sujette à des réactions de peroxydation lipidique. Donc, je vais être très bref sur ces notions. Donc, en parlant de la peroxydation, on ne peut pas ne pas parler sur les antioxydants qui exercent un effet retard ou un effet ralentissant de l'oxydation et qui peuvent être primaires ou secondaires selon le mode d'action. Alors, en parlant des objectifs, l'objectif de cette étude était de mettre en lumière l'intérêt de la domestication de l'arganier via sa plantation hors son biotope naturel dans la préservation de la reproductivité, la rentabilité et la pérennité de cette espèce à travers l'évaluation et la comparaison de la composition et de la stabilité oxydative des huiles issues des araganiers plantés dans des jardins urbains à Casablanca et de 2 cultures forestières de 2 régions de Souara et de Tsaroudens. Également par l'analyse phytochimique des feuilles des araganiers de plantation et l'évaluation de leurs propriétés antioxydantes, tout en évaluant l'effet de la nature de solvant et la technique d'extraction sur les teneurs en polyphénol et l'activité antioxydante. Alors, en ce qui concerne le matériel et méthode, alors nous avons travaillé sur 3 échantillons. Alors, nous avons réalisé 3 extractions à partir des amendants issus des araganiers plantés à Casablanca et ceux de Souara et de Tsaroudens. Nous avons procédé à une extraction par presse mécanique à partir des mêmes quantités et donc l'extraction a été faite sur des amendants non torréfiés. Donc, en ce qui concerne l'évaluation de la composition nutritionnelle, nous avons s'intéresser à la caractérisation physico-chimique, la composition en acides gras et acides gras trans, la composition en stérols totaux, la composition en tocophérols et en contaminants. En ce qui concerne l'évaluation de la stabilité, nous avons créé 3 groupes. Un premier groupe dont les huiles ont été stockées en obscurité totale, en présence et en absence d'oxygène. Un deuxième groupe où l'huile de Casablanca a été stockée en exposition en continu à la lumière, en présence et en absence d'oxygène. Et un dernier groupe où l'huile de Casablanca a été stockée en alternance d'obscurité et de lumière, bien sûr en présence et en absence d'oxygène. Alors en ce qui concerne l'analyse, nous avons s'intéressé à la caractérisation physico-chimique et la composition en tocophérols après 2 et 3 ans de stockage.
Donc, en ce qui concerne les tests réalisés, nous avons bien sûr adopté les protocoles adoptés par la norme, exigés par la norme marocaine et qui sont employés par le laboratoire des analyses et recherches chimiques à Casablanca, l'OARC. Donc, je passe rapidement sur les résultats. Je vais détailler un peu les résultats de la composition chimique et je vais passer rapidement sur les résultats de la stabilité pour ne pas vous retarder pour la clôture. Donc, en ce qui concerne la composition nutritionnelle, en concernant les caractéristiques physico-chimiques, nous avons remarqué une acidité plus élevée au niveau de l'huile de Casablanca par rapport aux deux autres huiles étudiées de la culture forestière. Alors, en général, nous avons pu classer nos 3 huiles étudiées dans la catégorie huile vierge extra, selon bien sûr les exigences de la norme. En ce qui concerne la composition en acides gras, nous avons enregistré que l'huile de Casablanca s'avère moins riche en acide oléique, mais plus riche en acide lénoléique. Alors, en ce qui concerne la composition en stérols totaux, nous avons remarqué que l'huile de Casablanca présente une composition similaire, presque similaire à celle des huiles de la culture forestière, avec une richesse non significative au niveau de certains dérivés de stérol. Alors, en ce qui concerne les résultats de la composition en tocopherol, nous avons établi que l'huile de Casablanca s'avère plus enrichie en gamma-tocopherol et en tocopherol totaux. Donc, en guise de conclusion, l'huile d'argan casablancaise présente les caractéristiques de la catégorie huile d'argan vierge extra. L'huile d'argan casablancaise est plus riche en acide lénoléique mais moins riche en acide oléique. Cette huile issue des arganiers plantés à Casablanca est plus riche en composés mineurs, tocopherol et certains dérivés de stérol. Donc, ces résultats ont fait l'objectif d'un article qui a été sélectionné avec 12 autres articles écrits par différents écrivains de différents continents au niveau international pour rédiger un livre qui s'intéresse au reboisement forestier réalisé par professeur Al-Mahmoudi, ou plutôt édité par professeur Al-Mahmoudi. Donc, en ce qui concerne les résultats de la stabilité, je vais juste reporter les conclusions et je vous laisse l'opportunité de voir notre article et les publier pour cet axe. Alors, l'huile d'argan conservée dans des conditions protectrices en absence de lumière et d'oxygène est qualifiée comme étant stable à l'oxydation après 2 ans. Alors, cette huile et celle de telluride stockée à l'obscurité et en absence d'oxygène ont préservé les caractéristiques de la catégorie huile d'argan vierge extra après 3 ans de stockage. Nous avons également enregistré une baisse drastique des concentrations en tocopherol dans l'ensemble des huiles étudiées, ce qui est tout à fait normal quand on vient de parler de l'intérêt des antioxydants dans le retard et le ralentissement de la peroxydation lipidique. Donc, je ne peux pas passer sans parler de la partie phytochimique vu que je l'avais mentionné au niveau des objectifs. Nous avons également s'intéressé à l'évaluation de la composition phytochimique des feuilles des arganiers de Casablanca, tout en évaluant l'effet des solvants de différentes polarités et différentes techniques d'extraction. Donc, nous avons s'intéressé au criblage phytochimique et l'activité antioxydante. Donc, nous avons passé par toutes les analyses obligatoires du criblage, l'analyse qualitative, quantitative, les activités biologiques et tout. Donc, comme résultat, nous avons reporté que le rendement en extrait brut des matières végétales dépend de la nature du solvant et la technique d'extraction employée. Les teneurs en molécules phénoliques et leur pouvoir antioxydant sont optimisés par l'extraction ultrasonique. Alors, les extraits des feuilles des arganiers domestiqués présentent les mêmes caractéristiques avec ceux des arganiers de culture spontanée. Donc, en guise de conclusion, l'huile d'argan de culture domestique possède une composition similaire à celle déjà connue. Cette huile s'avère plus riche en acide lénoléique, mais moins riche en acide oléique. Les huiles d'argan d'origine forestière et de culture contrôlée sont qualifiées comme étant stables à l'oxydation dans des conditions de stockage défavorables à l'oxydation. Alors, les feuilles d'arganier de culture domestique sont une source des molécules phénoliques ayant un pouvoir antioxydant significatif.
Alors l'arganier cultivé en dehors de son biotope est un producteur d'huile de bonne qualité qui serait même plus riche en acide lénoléique. La domestication de l'arganerie peut activement intervenir dans la préservation de cette espèce et sa biodiversité dans le cadre de sa gestion durable et considérer cet arbre endémique au Maroc comme étant une éventuelle opportunité pour l'écosystème en raison de sa valeur ajoutée aussi bien dans le domaine socio-économique qu'écologique. Donc, comme perspective, aujourd'hui, nous faisons un plaidoyer auprès des instances et structures marocaines concernées pour la démultiplication de l'arganier au sein du Maroc en raison de ses bénéfices nutritionnels, cosmétiques, socio-économiques et écologiques, et en tant que précieux héritage à nous, les Marocains, à valoriser et sauvegarder. Alors, j'en profite rapidement pour vous exposer une petite vidéo représentative pour faire preuve